Paris. Ah, Paris. Capitale française par excellence. Capitale de la mode. Son histoire. Sa magnifique tour Eiffel. Ses légendaires bateaux-mouches. Ses monuments. Son art et sa culture. Paris, ce sont aussi ses transports et son métro. Mais parfois aussi malheureusement... Votre attention s'il vous plaît, le trafic est perturbé sur toute la ligne 6 en raison d'un incident d'exploitation. bien des galères. Pour toi, prendre le métro à Paris est synonyme de galère, ton train est souvent en retard, tu ne peux pas monter à bord, tu es obligé d'en attendre un autre, tu ne comprends pas pourquoi. Surtout, reste bien connecté, cette vidéo est faite pour toi. Entre incidents et incompréhension des annonces, étant conducteur de métro, je t'explique les 5 plus grosses perturbations du métro de Paris. Et tu verras, c'est parfois assez dingue. Allez, c'est parti. Incidents voyageurs. Les incidents voyageurs représentent environ 3/4 des perturbations rencontrées sur le réseau du métro de Paris. Bien au-delà de sa métropole, Paris c'est aussi une aire d'attraction qui rassemble environ près de 13 millions d'habitants sur un territoire de 19 000 m² avec 1900 communes. On va même jusqu'à considérer que plus d'un tiers de ses habitants empruntent le réseau du métro parisien. C'est juste énorme. On parle quand même de plus de 5 millions de voyageurs par jour. Entre saturation, retenue de porte, malaise, ou bien encore certains comportements délictueux, les trains accumulent un retard à la circulation. Les conducteurs de métro ne sont pas les seuls acteurs d'une ligne. Il existe aussi le rôle essentiel du chef de régulation qui, au-delà de la régulation, aura en charge la responsabilité de l'énergie électrique de traction, tout comme de la bonne circulation des trains. Ainsi, lors d'une prise de retard globale des rames lors de ces divers incidents, le chef de régulation fluidifiera le trafic grâce à une indication lumineuse présente en tête de quai dans le seul but de régulariser l'intervalle du temps d'attente entre chaque train. C'est donc pour ça qu'il puisse arriver que ton métro stationne quelques instants de plus en station pour régulation. Les mises hors tension. Ton métro vient de s'immobiliser brutalement en pleine voie. L'éclairage s'atténue, les regards se croisent, la pénombre de la lueur de secours rend l'atmosphère pesante dans les voitures. Un long silence s'installe. Et non, ce n'est pas une attaque de zombies assoiffés, ni même la fin des temps. Quoique. Tout d'un coup, une voix grésille dans les haut-parleurs. Mesdames, messieurs, à votre attention s'il vous plaît, nous sommes immobilisés en pleine voie suite à une mise hors tension pour votre sécurité. Merci de ne pas actionner l'ouverture des portes. Merci. Totalement électriques et à haut voltage, les voies du métro du réseau de Paris sont alimentées en 750 volts continu par le biais d'un troisième rail toujours considéré sous tension. Et pour cause, ce voltage peut représenter un réel danger aussi bien pour les personnes que pour le matériel et les infrastructures. Tout comme dans l'ensemble des grands groupes des opérateurs du transport, la sécurité est un atout primordial pour le groupe RATP. Ainsi, au gré de l'acquisition d'un savoir-faire et d'un retour d'expérience constant au cours de nombreuses décennies d'exploitation, une multitude de réglementations et de procédures ont pu voir le jour. Pour les conducteurs de métro à Paris, il existe 9 motifs principaux pour une demande de mise hors tension d'urgence du ras de traction qui alimente l'ensemble des trains. Dès lors qu'une alarme est transmise au poste de commandement centralisé, le chef de régulation actionne le bouton de déclenchement général qui aura pour effet de disjoncter la totalité de la ligne. Lors d'une mise hors tension d'urgence, la première action du conducteur sera d'effectuer un freinage d'urgence pour ensuite te transmettre toutes les informations nécessaires concernant l'incident rencontré. Quant à la baisse de l'éclairage intérieur, c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude. Surtout, n'oublie pas, la sécurité de chacun est l'affaire de tous. Ainsi, si sur un quai tu es témoin d'une intrusion sur les voies ou d'un danger à proximité, n'hésite en aucun cas à tirer la barrette de la bande d'alarme située au centre de chaque quai du métro. Cela aura pour effet ce que l'on appelle une disjonction d'alarme, mettant hors tension les voies de façon immédiate. Les bagages oubliés. 1995.
La France sera touchée par une salve d'attentats à la bombe meurtriers qui resteront gravés à tout jamais dans la mémoire collective. Les transports en commun seront malheureusement ciblés à de très nombreuses reprises, faisant de nombreuses victimes. Le 25 juillet à 17h30, Madame, Monsieur, bonsoir. 4 morts, une quarantaine de blessés à la suite d'une mystérieuse explosion cet après-midi au cœur de Paris, dans la station Saint-Michel du RER. une bouteille de gaz bourrée d'écrou explose dans le RERB parisien à la gare de Saint-Michel-Notre-Dame. Le bilan final est de 8 morts et de 117 blessés. Le 17 octobre vers 7h, Selon les premiers éléments de l'enquête, la bombe aurait bien été placée quelques minutes avant l'explosion. une rame du RERC est perforée par l'explosion d'une bombe entre les gares du musée d'Orsay et de Saint-Michel-Notre-Dame, non loin du lieu de l'attentat du 25 juillet dernier. Une trentaine de personnes sont blessées. Le plan Vigipirate, connu de tous encore aujourd'hui, entrera en vigueur dès septembre de la même année. Malheureusement, malgré toutes ces précautions, cela n'empêchera pas un énième attentat à l'explosif au lourd tribut, à l'encontre d'une rame du RERB en gare de Port-Royal, dans le 5e arrondissement de Paris, faisant 4 morts et 91 blessés. Une fois n'est pas coutume, la sécurité est l'affaire de tous. Ainsi, les opérateurs du transport appliquent une procédure stricte lors de la découverte de tout objet, colis ou bagage oublié. Stationnement de la rame incriminée, constatation de la présence de l'objet supposé abandonné, appel de la police ainsi que d'un maître-chien spécialisé, évacuation de la rame et enfin de la station. Le trafic à présent interrompu, le maître-chien dispose de 20 minutes pour intervenir afin de déclarer l'objet potentiellement suspect. Au-delà, l'incident tombera dans la gestion de la police. Si un doute survient quant à l'objet incriminé, les forces de l'ordre procèdent à l'appel des services de déminage afin d'intervenir directement sur le colis en question. Lors d'un tel incident, l'interruption de trafic reste partielle. En effet, à Paris, une ligne de métro qui est équipée de 2 voies, l'une dans un sens et la seconde dans l'autre, est en outre dotée d'une multitude d'aiguillages appelés services provisoires, disposés tout au long du tracé de la ligne en des points stratégiques pour l'exploitation. Ainsi, l'incident ciblé reste localisé et les trains quant à eux opèrent des retournements dans les deux sens de circulation entre le terminus de départ jusqu'au service provisoire au plus proche de l'incident. C'est d'ailleurs suite à ce même principe qu'il puisse arriver que ton train soit dans l'obligation de faire demi-tour en cours de ligne. Pour faire simple, l'exploitation d'une ligne de métro à Paris est similaire à un match de tennis entre deux terminus. C'est un échange constant et régulier d'un nombre de trains bien précis entre ces deux terminus, de façon, entre autres, de toujours disposer d'un intervalle d'attente similaire sur les deux voies. Malheureusement, dès lors de la fin de l'incident, il faut que l'exploitation puisse reprendre son cours et rétablir cet équilibre devenu précaire. Bien souvent, c'est ce que l'on appelle, suite à une répercussion d'un colis suspect, le trafic reprend progressivement et restera perturbé. Il est bon à noter que dès lors qu'une procédure est lancée, on considère que le trafic reprendra en moyenne près de 50 minutes après l'alerte. Toutefois, ce n'est clairement pas une raison de fermer les yeux, ni même d'être imprudent. La sécurité des autres est avant tout nôtre. Panne de matériel et de signalisation. Le métro de Paris, c'est un service quotidien de près de 21 heures où peuvent s'enchaîner plus de 300 départs de chaque terminus en une seule journée. Que les lignes de métro puissent être dites automatiques ou bien avec le conducteur face à une telle cadence de circulation, il peut malheureusement arriver ce que l'on appelle des avaries au matériel ou aux infrastructures. Ce seront ces fameuses pannes citées lors des annonces voyageurs sur les quais. Avec un intervalle de départ de chaque terminus entre deux trains de près de 2 minutes en heure de pointe, c'est dire si le service peut être contraignant tout autant pour le matériel que pour les infrastructures. Bien que vérifié et contrôlé quotidiennement, un train peut présenter un dysfonctionnement plus ou moins grave en cours de ligne provoquant une interruption temporaire du trafic. Dès lors,
le conducteur appliquera des procédures mémorisées afin de pallier à l'incident rencontré. Si ce dernier venait à trop perdurer dans le temps, tout comme précédemment pour les bagages oubliés, le chef de régulation mettra en place les services provisoires. Ces fameux aiguillages au plus proche du train en panne afin de cantonner le train en cours d'avarie et de permettre l'exploitation des autres rames de part et d'autre de la ligne. Si une telle mésaventure venait à se produire sur l'un de tes trains, surtout, laisse le conducteur intervenir comme il se doit. Il reviendra vers toi de temps à autre pour te tenir informé de la situation ou de toute autre consigne de sécurité. Quant à la signalisation, elle est composée de feux et est reliée à la voie sur laquelle cette dernière est implantée. Je m'explique. Au métro, la circulation des trains est rythmée par une signalisation d'espacement dont ce rôle sera de toujours garder une distance de sécurité bien précise entre deux trains. On dit qu'il y a toujours 2 signaux thermaux rouges derrière chaque train. Ce sont ces fameux feux tout ronds, verts et rouges, situés en sortie de station par exemple. Il existe aussi un régime de feu plus restrictif, qui lui aura non seulement pour rôle cette fameuse préservation de distance de sécurité, mais aussi et surtout la protection d'un itinéraire. Un itinéraire qui peut par exemple représenter une manœuvre sur un aiguillage pour changer de voie. Ces signaux, dits de manœuvre, sont quant à eux de forme rectangulaire, pouvant présenter jusqu'à 3 couleurs. Le rouge pour une indication de fermeture, le vert pour l'ouverture et enfin le jaune pour l'avertissement d'une réduction de vitesse à respecter. Si d'ailleurs tu souhaites que je t'explique de façon plus précise la signalisation du métro, dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Lors d'un blocage de signalisation, un rouge persistant par exemple, des vérifications poussées sont effectuées là aussi sous procédure afin d'obtenir l'autorisation de franchissement du signal anormalement fermé. Malheureusement, ces incidents de matériel ou de signalisation ont une incidence directe sur la régularité de la ligne. Les accidents graves de voyageurs. Sur les réseaux ferrés à la RATP, qui englobent le RER ainsi que le métro, on peut recenser jusqu'à plusieurs centaines d'accidents graves de voyageurs par an. Quels sont-ils? Comment réagir? Je t'explique tout ça de suite. D'une chute accidentelle à la volonté criminelle sans oublier l'acte désespéré, il existe en réalité d'innombrables potentielles origines à un accident grave de voyageurs. En cette fin d'après-midi du 15 avril 2023, aux alentours de 17h, survenait un dramatique accident sur le quai du RERB de la station Cité Universitaire à Paris 14e. Une adolescente de 14 ans est décédée, happée par la rame alors qu'elle venait de chuter accidentellement sur les rails. La jeune Raya marche seule sur le quai des trains qui roulent en direction de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Elle trébuche et tombe sur les rails. Les images de vidéosurveillance ne permettent pas de comprendre comment elle a pu être déséquilibrée, précise une source proche de l'affaire. Il se peut qu'elle ait été distraite en regardant tout simplement son téléphone. Mais alors, que faire dans une telle situation? Savais-tu que chacun avait son rôle à jouer dans la réussite d'un potentiel sauvetage d'une vie? Revenons dans le monde du métro avec son alimentation électrique de traction au sol par ce fameux 3e rail. Le conducteur, lui, une fois n'est toujours pas coutume, appliquera une procédure mémorisée de mise hors tension vue précédemment et d'un freinage d'urgence accompagné d'une sablière lors d'un matériel fer. Malheureusement, aussi rapide que puisse être sa réaction, de par une conduite agrémentée d'une intention diffusée, la distance d'arrêt du train dépend non seulement de l'adhérence à la voie, mais aussi de l'énergie cinétique emmagasinée par celui-ci lors de son arrivée en station. Les voyageurs, quant à eux, qui sont le plus souvent les témoins directs des prémices d'un potentiel accident, peuvent actionner en cas d'urgence et en tout état de cause la poignée que l'on appelle le rupteur située dans la borne d'alarme en milieu de quai. Cette disjonction d'alarme provoquera la mise hors tension de la ligne et ainsi l'arrêt d'urgence du train par action du conducteur, permettant à ce dernier la possibilité de s'arrêter en toute sécurité en limitant une issue clairement potentiellement fatale. Dès lors qu'un accident grave survient, la ligne de métro concernée est interrompue de façon temporaire et une fois de plus, les aiguillages des services provisoires au plus proche de l'accident qui permettent aux autres trains d'exploiter l'ensemble de la ligne par des retournements entrent en fonction. Avec une issue dramatique, voire fatale, l'accident grave de voyageurs sera la source d'une interruption d'environ 2 heures dans les meilleurs délais d'intervention, jusqu'à parfois plus de 6 heures dans les cas les plus sensibles.
mise en sécurité des infrastructures par le conducteur et les équipes d'exploitation, appel au secours, évacuation de la station et du train que l'on appelle écraseur à l'inverse de l'accident, intervention des secours et enfin de la police judiciaire. La scène est potentiellement considérée comme une scène de crime sur laquelle tout doit être figé. Le moindre mouvement de train pourra se faire seulement sur ordre d'un officier de police judiciaire. Et bien maintenant, tu sais tout. J'espère que tu n'auras appris un peu plus sur le métro parisien et son exploitation. Comme toujours, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à nous laisser un petit like et un commentaire juste en dessous. Et même pourquoi pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus sur le fabuleux monde des transports. On se dit à très vite pour un tout nouvel épisode de Kisako, à la découverte du monde passionné des transports. Et d'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao!